Ok, bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera anticipatif et on va essayer d'anticiper dans cette vidéo qui sera la partie 1 de la croissance. C'est-à-dire je vais essayer d'anticiper la croissance sur Q4. Avant cela, j'aimerais faire un update avec vous sur ce qu'on anticipait en Q3, c'est-à-dire le troisième trimestre, qui est juillet, août, septembre. C'est-à-dire ce qu'il a fait le marché dans ces 3 mois. Moi, j'ai anticipé la zone 3 ou quadrant 3. Donc, avant cela, je veux vous rappeler que le process est basé sur 2 piliers qui sont la croissance et l'inflation. C'est un process qui s'appelle du Global Macro, a été inventé par Ray Dalio dans les années 80. Donc, c'est un processus qu'on a développé dans les labos de MTG, de Master Trading Group. Et on a une corrélation assez très élevé. Regardez, Q3 2021. Donc, j'ai anticipé une croissance down et une inflation up, ce qui est approximativement arrivé. Regardez le S&P 500 short. On va voir ce qu'il a fait le S&P. Donc, regardez, ici, c'était juillet, juin et août. Non, juillet, attendez. Ça, c'est juillet, août, septembre. Regardez. C'est-à-dire, si vous étiez acheteur, vous allez prendre 5% ou 7% normalement historiquement. Regardez, du plus bas au plus haut. Si vous êtes entré ici et sorti au plus haut, vous aurez fait 7%, 7,59%. Donc, on va revenir ici. Backtest. Regardez, zone 3 ici. S&P 500. Sur 57 fois, il est monté 32 fois. Il a donné 7% en average positif. Regardez, c'est un weak long parce que c'est pas un long strong long. Ok, c'est en zone 1 qui est un strong long. Et tout à fait, les anticipations m'ont dit ou m'ont donné 7%. Et regardez ici ce qu'il a fait. Il a fait 7%. Par contre, on a eu cette bougie qui a tout enveloppé ces deux mois, si vous voulez. Donc, ok. Donc, je reviens ici. Attendez, le back. Ouais. Regardez, j'ai anticipé 38% de growth contre 62%. Donc, contre 62%, 100% inflation. C'était la Q3 2021. Et maintenant, on va anticiper la croissance sur Q4. Ok, avant cela, j'aimerais commencer par non, pas le backtest, par le BCM, ouais. BCM, c'est quoi? C'est un indicateur qu'on a travaillé ici. Donc je l'ai fait sortir. Ça s'appelle le Business Cycle Monitor for Leading Indicators. C'est un indicateur corrélé aux indicateurs avancés sur l'économie US. Il est composé de l'ASM manufacturier et l'ASM non manufacturier qui est services. UMCAC, c'est la University of Michigan, c'est la consommation des consommateurs, et le building permit. Tout ça, ça s'appelle le hard data. Ok, c'est pas le soft data. C'est des indicateurs avancés. Et regardez où est-ce que nous sommes. Nous sommes, à mon avis, nous sommes ici. Regarde, sur le cycle économique, nous sommes ici. Je ne sais pas, mais ça me rappelle la Grand 8, le Grand 8. Vous voyez là, sur les manèges quand on était petit, et là on est prêt pour le grand saut. Hein. Ça veut dire c'est très simple. Dans Q4, on peut avoir un début de récession. On peut avoir une récession, mais Q1 c'est sûr. Hein. 60 à 70% de probabilité qu'on aura une récession. Ok. Donc, on va commencer par le Beck Base Effect comparatif. On va le comparer par rapport à... C'est-à-dire dans cette vidéo, on va voir que la croissance. Le growth. Ok? C'est en anticipatif. Donc, avant de commencer, on va commencer par le PMI. Au commencement, si vous voulez. Donc, les datas, c'est quoi? Donc, le process est simple. On commence avec le PMI, le NMI, Labor, UMCAC, Building Permit. Donc, le PMI, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est très simple. Attendez. Là, je fais 2018.
très bien. Alors, avant de commencer, regardez. Ici, c'est la moyenne de 4 mois avant le... Ça, c'est Q4, ça, c'est octobre. C'est le premier, on a eu 61,1. Ok? Donc, en Q3, il est venu baissier par rapport à Q2. Par contre, en year over year ou quarter over quarter annualized, il est plus grand. Donc, regardez cette moyenne mobile qui a commencé ici. Ensuite, paf, on dirait qu'elle a atteint son sommet ici. Et maintenant, est-ce qu'on va commencer à être baissier ou pas? Là, on ne peut pas se prononcer directement. Il faut confronter plusieurs indicateurs en même temps. Par contre, regardez en Q2. 61,3, Q3, 60. On a amorcé une baisse, qu'il était ici. Sur le NMI, aussi, c'est la même chose. On n'a rien fait. On a monté, baissé. Par contre, cette moyenne est plus baissière que la moyenne précédente. C'est-à-dire Q2 est plus grand que Q3. Par contre, Q3 est plus grand que Q3 year over year. L'année a passé. C'est normal, c'était le lockdown. Donc 2021 est plus prononcé que 2020. Ok, on peut aller plus loin ici, regardez. Ça, la moyenne qui est ici 60. Comparé avec ça, la moyenne est 61,63. On baisse. Ok. Donc, comment je peux voir ça? On peut aller ici. Ici, on peut voir... Attendez. GDP. Non, Business PMI. Manufacturing PMI. Ok, regardez. Là, une petite astuce, vous pouvez voir le forecast. Regardez. Vous voyez le forecast de Trading Economics, il est baissier. Moi aussi, je suis baissier. Je suis baissier, c'est simple. Donc, on n'aura pas de la croissance, si vous voulez. Ça va stagner, mais ça va baisser. Ok? Et pour conforter tout ça, on va voir le dernier rapport du PMI. Regardez. On était 59,9, on est monté à 61,1. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a monté? C'est 3,9, c'est supply delivery, c'est la livraison des fournisseurs, c'est-à-dire en interne. La production a baissé et new orders n'a rien fait. Et c'est ça le plus important, c'est les new orders et la production. C'est ça le plus important. Donc ça, c'était une conjoncture interne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qu'ils ont dit les Purchase Manager Index, c'est-à-dire les directeurs d'achat. Eh bien, les directeurs d'achat, c'est très simple. Je vais traduire ça pour vous. Attendez. Paf. Attendez. Donc c'est très important de lire cela pour anticiper la croissance. Regardez, ceux qui disent les répondants ou les directeurs d'achat. De nombreuses pénuries de composants et d'assemblage électronique apparaissent en raison de problèmes portuaires, du manque de conteneurs et d'autres problématiques. Mais rien n'est encore complètement arrêté. Nous surveillons les restrictions Covid-19 pays par pays. Produits informatiques et électroniques. Déjà, on a un problème dans le supply chain, dans l'offre et la demande. Dans la ligne de production plutôt. Les impacts de l'ouragan Ida sur l'industrie pétrochimique ont exercé une pression supplémentaire sur une chaîne d'approvisionnement déjà fragile. La logistique avec les conteneurs intermodaux et les transporteurs routiers continue d'être un défi pour la planification des livraisons de matériaux, produits chimiques. Aux États-Unis, la disponibilité de la main-d'œuvre est le défi d'approvisionnement le plus important pour notre entreprise. Ouais, ils ont un problème avec la main-d'œuvre. Les matières premières venant juste derrière, la résine plastique, les polyéthanes, les achats d'acier en petits volumes électroniques, sont les plus grands défis en matière de matériaux, matériel et transport. Le manque de main-d'œuvre et l'escalade des coûts dans toutes les directions sont très préoccupants. Produits alimentaires, boissons et tabac.
Les retards du fret maritime créent des perturbations dans de nombreuses régions. L'approvisionnement de l'Asie du Sud-Est continue de poser problème en raison des épidémies du Covid-19, meubles et produits connexes. Vous voyez, on n'a que des problèmes. C'est pour ça que j'anticipe une récession. Ou, pour ne pas aller, en exagérer, Q4, je ne le vois pas, c'est-à-dire je vois une croissance baissière, c'est très simple. La livraison et la disponibilité des matières premières, principalement l'acier au carbone, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Cela a eu pour conséquence de retard des livraisons de commandes. Les services d'usinage à commande numérique par ordinateur CNC sont très demandés. Et il est difficile d'obtenir les livraisons nécessaires pour terminer les travaux. Vous voyez, donc on a un problème en amont. On continue, la demande des clients continue d'enfler alors que nous nous préparons pour le 4e trimestre. Et la croissance globale a été extrêmement bonne pour l'année. Les préoccupations relatives à la chaîne d'approvisionnement vont au-delà de l'électronique et des puces et concernent la plupart des autres produits. Les délais de livraison s'allongent, les voies d'expédition ralentissent. Nous ne verrons pas la fin de cette situation en 2021. Ça, c'est très parlant. Il a dit que nous ne verrons pas la fin de cette situation en 2021. Ça veut dire ça, c'est dans la durée. Récession, l'équipe. Nous sommes toujours étonnés par le marché du travail. Nous avions l'habitude d'avoir 100 candidats. Écoutez bien cela. Pour une ouverture, nous en voyons maintenant environ 10. Moins. Et souvent, le candidat ne se présente pas à l'entretien. Merde, il y a un problème avec l'emploi. Les gens n'arrivent pas à travailler, ne veulent pas travailler, c'est ça. C'est pas qu'ils n'arrivent pas. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de notre entreprise continue de rencontrer des difficultés importantes pour trouver de la main-d'œuvre, ce qui a un impact sur la production de pièces et la capacité à respecter les calendriers de fabrication quotidiens. En outre, problème logiciel, en particulier les retards dans les ports. Donc on a deux problèmes. On a les retards portuaires et on a l'emploi. Ok ? La pénurie. Il y a aucun directeur d'achat qui voit de bonnes perspectives pour l'avenir. Regardez, on va terminer avec ça. Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale restent une préoccupation majeure. La constitution des stocks se poursuit pour compenser les perturbations potentielles de l'approvisionnement. Fabrication diverses. L'équipe, il y a un problème. C'est très simple. Il y a un problème. Donc moi, qu'est-ce que j'ai anticipé? Je reviens ici sur le bec. Je suis contre. PMI, je suis contre. NMI, je suis contre aussi. Le travail, je suis contre. Regardez le travail, on va voir le travail. Le travail, c'est simple. On n'arrive pas à recouvrir cette moyenne. Il y a une moyenne ici, regardez. Attendez, tab. Attendez, non. Courbe de tendance. Ok, courbe de tendance. Ouais, il y a une courbe de tendance. Vous la voyez? Attendez, il faut que je zoome un petit peu. Regardez. Vous voyez cette montée ici? On n'arrive pas à la recouvrir. Je vais vous montrer ici aussi, regardez. Ça, c'est l'Initial Jobs Claims, les demandeurs d'aide, year over year. Et Continuing Jobs Claims. Ils ne veulent pas revenir à ces niveaux-là. C'est-à-dire, regardez le taux de chômage. Non, ça, c'est le Continuing Jobs Claims. Par contre, le taux de chômage, où est-ce qu'il est, le NFP? Oui, il est là. Regardez, le NFP a baissé. Mais il faut l'attendre en septembre. Ah, ça, c'est très important en septembre, ce qu'il va faire. On est à 4,3 ici. Vous voyez, regardez avant Covid. Les niveaux avant Covid. On était ici. Maintenant, on dirait qu'il y a eu un cercle vicieux. On a bloqué l'économie. On a eu un problème sur la chaîne de production. Et maintenant, on a un problème sur l'emploi. Et ça ne veut pas se débloquer. Ok? Donc moi, je suis contre l'emploi qui va sur le bec. Ici, je suis contre aussi. Labor. Maintenant, on va voir UMCSA. UMCSA, c'est la conception. 72,8. Où est-ce qu'il est, 72,8? Regardez. Regardez. Il faut que je zoome un petit peu. Regardez. Vous voyez ici 70,1 qui est ici. On l'a pas eu depuis 30 ans.
C'est-à-dire, au lieu d'avoir une courbe de tendance qui augmente, eh ben, la courbe a infléchi pour diminuer. Par contre, je pense qu'on est au bas, au creux d'une tendance nouvelle. C'est-à-dire, on va encore augmenter parce qu'il y a des aides. Eh ben, des aides de l'État. C'est-à-dire, les États-Unis, ils vont pas laisser le consommateur américain seul, sans consommation, sans des aides. Vous comprenez? Donc, la consommation va normalement se rebooster. OK? Et je m'appuie sur... attendez, je vais vous montrer quelque chose. UMCAC, alors, indicateur. Donc, pourquoi je fais ça? Pour anticiper Q4. Ensuite, en fin de vidéo, je vais vous montrer ce que... Consumer, UMCAC. Oui, il est là, regardez. On vient ici sur le forecast. Vous voyez? C'est-à-dire, on anticipe une augmentation sur l'UMCAC. OK? Donc, je suis pour moi. Je reviens ici, sur le bac. Je suis pour la consommation. Par contre, building permit, on va voir le housing. Le housing, je pense que il y a un problème aussi sur le housing. OK? Attendez, ici, je vais réinitialiser pour voir. Regardez. C'est cyclique. C'est cyclique. Soit on continue pour atteindre ce pic, soit on amorce une baisse. Mais je pense qu'on va amorcer une baisse. OK? Parce que l'économie, elle est, comment dire, elle est entreliée. Elle est liée. Elle n'est pas... C'est-à-dire le building permit, le secteur immobilier n'est pas isolé. Bien au contraire, c'est parmi les secteurs real estate, c'est parmi les secteurs les plus influençants sur le GDP et sur l'économie. Et quand l'économie va mal, eh ben, tous les secteurs vont être touchés. Donc moi, je suis contre aussi. OK? Je suis contre building permit. Maintenant, on va, comment dire, on va balancer ça. Non, pas balancer. On va comparer, c'est ça. On va comparer avec un effet de base de 2 ans, un effet de base de 1 an, previous quarter, c'est-à-dire le trimestre d'avant, et base effect mensuel. Comment je fais ça? Eh ben, c'est très simple. Je viens ici. Bon, on a le GDP à peu près 6%. Il n'est pas encore sorti Q3, mais on a 6%. Donc, sur l'anticipation, j'anticipe un 4% pour Q4. Impossible qu'on va faire 0% ou négativement, sauf si on va lockdowner la croissance une autre fois. C'est-à-dire, c'est peu probable qu'on aura un GDP négatif. OK? Donc, si on aura 4%, on sera beaucoup plus élevé que l'effet de base de 2 ans et de 1 an. Sachant que l'effet de base, c'est quoi? C'est une contrainte pour l'économie. Vous comprenez? C'est comme, je sais pas moi, comment il s'appelle dans l'athlétisme, celui qui veut franchir cette barre qui est toujours en hauteur. Vous la voyez? Je sais pas que vous la voyez. C'est pas le javelot, non, c'est pas le javelot. De toute façon, sur les GDP, c'est faisable. Donc, je suis pour 1. Industrial Production aussi, je suis pour. Real PCE, je suis pour. Et Real Retail Sales, pourquoi je dis Real? C'est parce que j'enlève l'inflation. OK? Minus l'inflation. Donc, je viens ici. Et je fais un pour. Et je suis contre previous quarter. Donc, c'est très simple. Ça veut dire le 4e trimestre, je vois un trimestre qui sera plus baissier que Q3, c'est-à-dire Q4, il va venir plus baissier que Q3, mais c'est-à-dire soit on va stabiliser, on va stagner si vous voulez, ou baisser. Mais on va pas baisser la baisse que tout le monde est en train d'attendre. Regardez pourquoi? Parce qu'en Q1 2021, l'effet de base devient très difficile. Regardez en Retail Sales. En Q1 2021, regardez où est-ce qu'il est. Il est presque à 15%.
à 12%. Pourquoi? Parce que c'est cette baisse qu'elle a fait ça, qui a engendré ça. Donc Q1, moi je vois une récession en Q1, c'est très simple. Ok? Donc qu'est-ce que je vais vous montrer aussi Non, donc je viens sur les zones, attendez, backtest, non, quadrant, ouais, sur les quadrants. Donc j'anticipe Q4 ici, regardez, Q4 ici. Donc le S&P 500 va baisser un petit peu. Ça c'est en croissance, ça. J'ai pas encore terminé l'inflation. L'inflation probablement c'est 100% élevé. Ça, elle ne va pas encore baisser, sauf si la banque centrale va augmenter les taux. Et ça m'étonnerait parce que ça va avoir un collapse 10 fois comment dire, 10 fois la 2008, ce qui est arrivé en 2008, la crise, c'est ça. Putain, je parle mon français, excusez-moi parce que je parle espagnol. Je vis en Espagne, c'est pour ça que ma tête a perdu un peu les mots. Donc, si les taux d'intérêt seront élevés, eh ben c'est très simple, c'est un collapse de 10%, de 10 fois la crise de 2008. Donc, je reste en zone 3, ok? Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Le BCM. Regardez, c'est très parlant le BCM. BCM, je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas sur le net. Regardez où est-ce qu'on est. On est ici. On va amorcer une récession. Pourquoi je fais ça? C'est très simple pour avoir le backtest ici. Je viens ici, par exemple, si on était en zone 3, je fais ici zone 3. Zone 1, plutôt zone 1, je fais ici zone 1. Ah non, il faut le même caractère. Donc je viens ici, je fais 1. Regardez, en zone 1 par exemple, où la croissance est haussière et l'inflation est haussière, le S&P il est haussier. 43%, 70% des cas il est haussier. Le DXY il est baissier. Par contre on est en zone 3. Zone 3. Je viens ici, je fais zone 3. Et regardez, elle est nuancée zone 3. Elle est très difficile à trader. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je détermine ce qui va arriver sur le trimestre, en anticipé bien sûr, hein. Mais je peux, comment dire, mais c'est très rare que je me trompe de zone, parce que je travaille en probabilité, c'est-à-dire je suis en 60% zone 3, 40% zone 1, mais c'est zone 3, c'est sûr. Ok? Donc regardez, le gold par exemple, il est baissier, dans 54% des cas. Ok, et selon la conjoncture, je viens ici, zone 3, et ensuite, je vais générer les idées ici. De toute façon, Q2 était zone 3. On va voir. Attendez. Regardez ce qu'il a fait en zone 3. En Q3 plutôt. Regardez septembre. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a frappé. Vous voyez le gap ici qu'on n'a pas encore comblé, même ici. Les deux gaps ici. Je pense que c'était un gap baissier. Ça veut dire on peut à tout moment flancher. À moins 20%. Il faut savoir une chose, que le marché, c'est un indicateur avancé. Le marché, il price ce qu'il voit sur les modèles. Et regardez cette montée qui a été ici. Il faut qu'il corrige un petit peu jusqu'ici. Et un petit peu, c'est une 20% ici. Hein. C'est une baisse de 20%, je parle. Par contre, regardez octobre. On a commencé avec du vert. Donc, on est en zone 3, l'équipe. Zone 3 à confronter avec les data économiques qui vont sortir. Donc, je pense que c'était une vidéo très, très, très importante et très technique. Ok? C'est très technique cette vidéo, donc à confronter avec les data. Regardez ce que j'ai dit en Q3. On ne peut pas être sûr pour avoir une croissance ce trimestre. Et ce qu'on a eu, on a eu un slowdown dans la croissance. Donc l'équipe, c'était la partie 1. Dans les prochains jours, peut-être demain ou après-demain, je vais faire l'inflation pour vous montrer comment je traite l'inflation en anticipation. Donc si vous avez, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez. Ça m'aide et ça m'aide la chaîne à être référenciée. N'hésitez pas à rentrer sur le
le club MTG est sur Telegram. Attendez, avant que je clôture, je dois vous ajouter quelque chose. Quand je saurai ce qu'ils vont faire les actifs en Q4, je vais diviser ce Q4. C'est-à-dire, je vais diviser octobre à lui seul, novembre, décembre. Je vais traiter octobre par 4 semaines. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine sur la volatilité. Vous comprenez? Parce que celui, par exemple, regardez ici. Il faut que je vous montre ça. Par exemple, celui qui achète... attendez, ça en... Oui. Attendez, je fais un zoom. Par exemple, celui qui a acheté ici, par exemple, en zone 3, il dit que S&P, il est baissier. Plutôt, il vend ici. Regardez ce qu'il a fait les deux premiers mois. Il a augmenté jusqu'à 5% pour baisser. Donc, il n'a rien fait. Si vous avez vendu ici, vous attrapez ce drawdown. Vous comprenez? Donc, c'est nuancé. Il faut diviser les 3 mois. Ensuite, il faut diviser chaque mois en 4 semaines. C'est ça le top-down analysis. Parce que je connais des gars qui achètent au premier du mois et ils sortent au troisième du mois, c'est-à-dire au trimestre. C'est faux. C'est faux parce que la conjoncture, elle est différente. Une zone 3 de 2021 n'est pas une zone 3 de 2018. Vous comprenez? C'est très important. Allez, sans plus tarder, merci pour votre attention. J'espère vous voir à la prochaine vidéo. Merci. Ticking time is over before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain, you causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.